Bonjour à toutes et à tous, je suis Stécie Algrin, journaliste et fondatrice de Penser l'après. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette deuxième édition des rencontres du développement durable organisée par Open Diplomacy. Aujourd'hui, on est ici pour la 6e journée qui portera sur fonder des sociétés inclusives organisées en partenariat avec Montpellier Business School. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de justice sociale, d'intersectionnalité, de lutte contre les violences sexistes sexuelles et même de méritocratie. Pourtant, ces thématiques, si elles sont de plus en plus présentes dans les médias et dans la société civile, elles continuent de faire débat. Donc on va essayer aujourd'hui de les appréhender avec un peu plus de calme et avec un peu plus de profondeur. Et pour ça, on a 5 intervenants et intervenantes qui sont avec nous aujourd'hui en plateau, également à distance. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc, nous avons ici à ma droite Moussa Camara, fondateur et président des Déterminés. Toujours à ma droite, Rachel Kahn, comédienne et auteure de Racé. Ici également Mégane Hélène, chef de la délégation française au Y20 2021. Enfin, donc à distance, Charline Gallimard, étudiante à Montpellier Business School et membre de Care About Us. Et ici à ma gauche, Imen Bounou, fondatrice de Grimpe.fr, un média tout jeune. Donc on va aujourd'hui vous parler d'une société inclusive et on va commencer par poser un petit peu les concepts parce que moi j'ai été assez surprise en faisant mes recherches de m'apercevoir que quand on tapait une société inclusive sur Internet, on trouvait uniquement des résultats sur le handicap. Donc est-ce que vous pourriez peut-être, Rachel Kahn, nous expliquer ce qu'est une société inclusive ? Une société inclusive, c'est une société qui n'est pas excluante. C'est une société où finalement, quels que soient les motifs de discrimination, et ça a été des travaux notamment de la Cour européenne des droits de l'homme et des conventions internationales, c'est-à-dire quels que soient les motifs de discrimination, que ce soit le handicap, l'âge, la couleur de peau, la religion, en fait, il faut lutter contre toutes les formes d'intolérance et pour pouvoir faire vivre sur des projets communs, sur un avenir commun, surtout l'ensemble des populations, sans en oublier une sur le bas-côté. Je vous remercie. Et moi, c'est peut-être sur cet aspect de diffusion, parce que pour nous, ça nous paraît être assez normal de parler d'une société inclusive. Donc pourquoi est-ce que dans les médias, on n'en parle pas plus aujourd'hui ? Je pense que, alors peut-être il y a aussi beaucoup de gens qui sont hors sol et peut-être qui ne prennent pas en compte les réalités de terrain. C'est vrai qu'on peut se rendre compte, notamment par rapport aux jeunes générations. Moi, je travaille beaucoup en fait en détention, par exemple. Okay. Donc là, c'est des personnes qui sont forcément à la marge, qui ont une vie cabossée. Et en fait, j'ai l'impression que dans les médias, il y a des réalités qui ne sont pas prises en considération, malheureusement, parce qu'on est dans une société médiatique qui est sur le buzz, sur les informations rapides. Sauf que faire une société inclusive, ça prend énormément de temps et énormément d'énergie. Tout à fait. On est sur du long terme, en fait, quand on veut construire quelque chose. Alors que l'actualité, c'est tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant. Et puis par ailleurs, j'ai l'impression que l'actualité se circonscrit à des petites têtes de chapitres et pas simplement l'ensemble, en fait, de tout ce qu'il y a à faire sur ces questions de discrimination. Donc on simplifie beaucoup, au final, l'information. Évidemment, ouais. Je vais me tourner maintenant vers vous, Mégane Hélène, en tant que chef de la délégation française du Y20 en 2021. Vous avez pu travailler sur la question de l'inclusion. Donc j'aimerais peut-être vous poser la question de qu'est-ce que ça vous a apporté et quels ont été les diagnostics que vous avez pu réaliser. Très bien. Alors moi je suis ingénieure de formation, donc l'inclusion c'est pas forcément un thème que j'ai pu rencontrer dans mes études ou dans ma vie professionnelle jusqu'à présent. C'est quelque chose de pas neuf parce qu'on en entend quand même parler dans les médias malgré tout, mais quelque chose que j'ai découvert en fait cette année, vraiment. La première question que je me suis posée et qu'on s'est posée aussi au Y20 avec donc les 20 délégations des 20 pays du G20, c'était de se demander qu'est-ce que c'est que l'inclusion pour vous. Et en fait, on trouve des réponses qui sont très très différentes. On a notamment côté américain, plutôt américain du Sud, on a des gens qui, pour eux, l'inclusion, c'est avoir accès à l'eau, avoir accès à l'électricité, avoir accès aux infrastructures de base. Pour les Américains, pour les gens de l'Ouest qui ne sont pas européens, on va dire, c'est plus avoir accès à Internet et l'égalité de genre. Et pour les Européens, et puis aussi la santé. Et pour les Européens, ça va plus être la protection sociale. Et du coup, de mon côté, j'avais réfléchi un petit peu à ça par rapport aussi à mon vécu et à mes connaissances. Et étant ingénieur en finance, je me suis dit, et l'inclusion financière, on la met où ?
l'inclusion économique. Les gens, il y a 2 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui, d'après la Banque mondiale, qui n'ont pas accès à un compte bancaire, qui n'ont pas accès à des services financiers, que ce soit une banque ou autre chose. Et essentiellement des femmes et des gens qui vivent dans les milieux ruraux. Donc, ils utilisent les comptes bancaires de leur famille qui est en ville ou de leur mari. Donc, est-ce que ces gens sont inclus socialement ? Non. Pour moi, l'inclusion financière va donner lieu à l'inclusion sociale. Et par ailleurs, en France, n'allons pas trop loin, quand on est étudiant ou quand on vit chez ses parents et on arrive dans la vie active, on devient étudiant, on déménage, on quitte le foyer familial. Combien d'étudiants savent comment gérer un budget ? Combien d'étudiants savent comment fonctionne la vie administrative ? Comment fonctionne une assurance ? Qu'est-ce que c'est qu'un prêt ? Comment ça fonctionne ? Et c'est des choses vraiment basiques, mais des choses qui nous sont données à la naissance par nos parents, par notre éducation. Et si on l'a pas, on l'a pas. Et à l'école, on l'apprend pas. Et je trouve que voilà, ça c'était une des choses que je voulais défendre en tant que membre Y20, et qui est d'ailleurs dans le communiqué aujourd'hui. Donc finalement, l'un des freins qu'on peut retrouver à une réelle inclusion, ce serait l'éducation ? Bien sûr, l'éducation dans un premier temps et je dirais aussi une notion de temps. C'est ce que disait ma voisine tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on veut des choses tout de suite et l'inclusion, ça prend du temps. On ne peut pas dire demain, tout le monde va être inclus, tout le monde va être là. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est une notion de vocabulaire. On n'a pas tous la même définition du mot inclusion, comme on a déjà pu le voir. On n'a pas tous la même notion de ce que c'est qu'une communauté, de à quel point est-ce qu'on doit être inclus. Je pense fondamentalement qu'on est tous égaux, mais qu'on n'est pas tous identiques. Donc on ne peut pas juste se renfermer dans une communauté ou dans quelque chose. On a tous un vécu différent, on a tous une histoire différente. Et voilà, je pense que c'est aussi un frein de ne pas avoir le même vocabulaire, de ne pas employer les mêmes mots. Je pense que ça va être quelque chose de partagé également par vous, Moussa Camara, en tant que fondateur des Déterminés. Déjà, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous faites avec les Déterminés, quelle est sa mission ? Ouais, déjà, moi, le thème de l'inclusion, moi, ça me parle beaucoup parce que moi, quand je parle d'inclusion, je suis plutôt sur l'aspect de l'inclusion économique. C'est l'axe de l'action que je mène avec les Déterminés. Nous, c'est une action qu'on a voulu mener il y a à peu près 6 ans, par une expérience personnelle, parce qu'en tant qu'entrepreneur, quand j'ai voulu monter ma première boîte, le fait de ne pas connaître les réseaux, d'être pas forcément dans un écosystème qui est favorable à une création d'entreprise, pour sortir de ça, c'est compliqué. Du coup, on ne se sent pas forcément inclus, on se sent exclu, et il faut redoubler encore plus d'efforts. Et ça, pour moi, l'action qu'on a voulu mener avec les Déterminés, c'est vraiment le développement économique des territoires, notamment dans les quartiers, et des territoires un peu éloignés des environnements économiques. Et du coup, pour moi, le travail qu'on mène, c'est de faire en sorte que les gens qui n'ont pas forcément les mêmes chances de réussite que les autres puissent monter un business, développer leur entreprise, redonner un peu le pouvoir économique à une certaine population qui est éloignée, et du coup de les mettre en lumière. Et pour nous, je pense que ça, c'est la meilleure inclusion, parce qu'à un moment donné, on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais finalement, quand vous n'avez pas forcément vous posez la question de comment vous allez payer votre loyer à la fin du mois, ou vous allez remplir votre frigo, vous n'êtes même pas dans une logique où, à un moment donné, vous vous renfermez entre vous-même, et que c'est les conditions dans lesquelles vous vivez qui vous rappellent à cette réalité. Et puis, à un moment donné, vous arrivez à avoir un niveau de vie qui est convenable, où vous gagnez de l'argent, vous arrivez à avoir un emploi, vous ne vous posez plus la question de comment vous allez éduquer vos enfants, vous allez forcément vivre dans les meilleures conditions. Finalement, cette question d'inclusion, elle s'ouvre. Moi, quand j'ai commencé à créer mon entreprise, à gagner un peu d'argent, c'est là où je me suis ouvert, c'est là où je suis sorti de mon quartier, c'est là où j'ai rencontré des gens qui venaient pas forcément du même milieu que moi je viens. Culturellement, on partageait pas forcément la même culture, mais finalement, ça m'a permis d'échanger avec des personnes différentes et de m'ouvrir et de faire des choses pour inclure le plus possible. Et c'est pour ça que je suis totalement convaincu que finalement, si on apporte une solution économique à des populations qui sont éloignées de tout ça, en leur permettant d'avoir un emploi, en leur permettant de monter leur business et de développer leur entreprise, je pense que ça peut régler beaucoup de problèmes. Et c'est ce que nous, on s'attelle à faire avec les Déterminés. Et je pense qu'une société inclusive, oui, mais une société inclusive avec aussi le moyen de décider ce qu'on veut faire de sa vie, c'est encore mieux. Et du coup, tout ça, c'est un travail de longue haleine. Je rejoins ce qui a été dit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail qui prend du temps. C'est un travail où il faut créer des passerelles, il faut créer des espaces qui vont permettre aussi à des gens de sortir un peu de leur zone de confort, comme on le dit, et de permettre aussi à des femmes et des hommes d'exprimer leur potentiel,
et de leur dire, voilà, en fait, finalement, on est dans une société où chacun a sa chance de pouvoir réussir. Aujourd'hui, on n'y est pas, parce que le travail n'est pas terminé, et il y a tant à faire. Mais je pense que voilà, les choses qui se passent, tout ce que je vois dans les territoires, les initiatives qui sont en train d'être portées, c'est positif, les choses se passent, les gens bougent, etc. Donc c'est un travail qui prendra du temps, mais je pense qu'on est dans une génération, on est dans une époque où il y a des possibilités, il y a des choses qui se passent. Malgré la crise qu'on vient de traverser, les difficultés, je pense qu'il faut qu'on mette un peu plus de solidarité, d'entraide un peu dans ce qu'on est en train de faire. Après, concrètement, ça se fait par des programmes, ça se fait par des actions, ça se fait par des discussions, ça se fait par des cercles. Pas seul dans son coin, quoi. Exactement. Donc, moi, je pense qu'une société inclusive, c'est je pense que tous autour de la table, on est tous en phase avec ce thème-là, parce que c'est un thème qui nous nourrit, c'est un thème dans lequel on sait que ça peut... Une société, de toute façon, si on veut retrouver une société apaisée, il faut qu'il y ait une société inclusive. Les deux sont liés, il n'y a pas... Voilà. Ouais, carrément. Et puis on va rester sur le thème de l'entrepreneuriat et du collectif avec vous, Imen Bounou. Vous, c'est pas une association que vous avez créée, mais c'est un média, Grimpe, qui est né sur Instagram. Est-ce que vous pourriez déjà nous expliquer quel était l'objet de départ de ce compte ? Alors, l'objet de départ, ça a été d'accompagner les étudiants de la base, donc de l'alimentation. Moi, j'ai été étudiante boursière échelon 7, c'est l'échelon le plus élevé, donc je viens d'une famille qui est plutôt modeste, chez qui on n'a pas forcément l'habitude de faire des études, donc j'ai dû tout apprendre toute seule. Donc, comment on fait pour se nourrir avec un petit budget, comment on se loge, puis ensuite comment on fait pour trouver un stage, comment on fait pour trouver une alternance. Enfin, c'est toute cette ascension-là, cette insertion professionnelle qui en fait n'est pas le simple fait de poster un CV, mais qui est de tout, de se faire un réseau, d'être dans une situation qui permet de penser, comme disait Moussa, à rencontrer d'autres gens et donc d'avoir déjà ses premiers besoins de subvenus. Et donc c'est ce que j'ai fait à la base. Donc j'ai fait des recettes, puis ensuite des conseils, et maintenant donc c'est Grimpe. L'idée c'est de créer un média qui va partager des conseils, mais qui va surtout accompagner dans tout ce parcours-là d'insertion des étudiants et des jeunes actifs. Alors justement, pour rebondir là-dessus, il y a une statistique moi, qui m'a particulièrement frappée, qui vient d'une étude de l'OCDE et qui a montré qu'en France, il fallait 6 générations à une personne issue d'une famille modeste pour atteindre le revenu moyen, alors que si on prend le cas de la Norvège ou de la Suède, il faut à peu près 1 ou 2 générations. Donc comment est-ce qu'on peut aujourd'hui accompagner les jeunes vers ce qu'on appelle l'insertion professionnelle et la méritocratie ? On en reparlera de cette méritocratie-là, mais moi je suis peut-être un peu plus dubitative. Mais du coup, je pense qu'il faut déjà comprendre où est-ce qu'il y a des manques. Ce n'est pas qu'un manque économique. En fait, le manque économique va provoquer un manque social, donc un manque de réseau, un manque de connexion, un manque aussi culturel. On ne connaît pas, voilà, on n'a pas forcément eu la possibilité de s'épanouir culturellement comme on l'aurait voulu. On n'a pas forcément aussi la possibilité d'apprendre les codes professionnels quand on manque d'argent. Donc, c'est vraiment accompagner partout et partout là où ça manque. Ça ne peut pas être que le travail de l'école. L'école va fournir de la pédagogie, du savoir, mais ça peut être aussi les associations comme les déterminés, ça peut être aussi le travail des médiateurs sociaux, le travail enfin bref, de tous ces médiateurs-là qui vont accompagner véritablement dans tout le parcours des jeunes pour qu'on puisse enfin là vous avez cité les chiffres de l'OCDE, mais il y en a d'autres. Quand on voit qu'en master, il y a à peu près 8% d'enfants d'ouvriers, c'est que bien avant, en fait, ça a pêché. Bien avant, dès le collège, dès la primaire, dès même la naissance, parfois, en fait, le jeu est piégé d'avance. Donc, il faut être vraiment, dès le début, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que moi, j'appelle le fait de grimper, en fait, parce qu'on parle d'ascenseur social, mais c'est pas un ascenseur social en France, c'est une montagne qu'on grimpe difficilement, surtout quand on a des bagages qui sont ceux de la précarité, qui sont ceux quand on vient pas de Paris, quand on vient d'une famille où peut-être le français n'est pas la langue principale, quand on vient de milieux ruraux. Enfin voilà, c'est des bagages qui peuvent être lourds à porter. Et moi, j'arrive et qui s'accumulent. Et c'est là où moi, j'arrive pour essayer de porter une dynamique positive de grimpeurs et de grimpeuses. Bah, bravo pour tout ça, c'est très inspirant. On va passer à un autre type d'inclusion qu'on n'a pas encore trop mentionné avec Charline Gallimard, qui est membre de Care About Us. Donc, c'est une association de Montpellier Business School et qui traite principalement des violences sexistes et sexuelles et d'un ensemble de discriminations. Donc peut-être est-ce que Charline, tu pourrais nous expliquer les solutions que vous proposez et le constat de départ de cette association ? Oui, en fait, Care About Us, c'est une association... J'entends pas bien. On entend bien. Est-ce que tu nous entends ? Oui. Est-ce que tu veux que je répète la question ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, pardon. Désolée. Alors du coup, Care About Us, c'est une association qui lutte contre
4 choses principalement. Donc, tout d'abord, oui, il y a les violences sexistes et sexuelles, il y a le harcèlement et le cyberharcèlement, il y a les discriminations et enfin les comportements à risque, donc la prise de drogue et tout ça, et c'est ciblé pour aider les étudiants. Donc, en fait, je pense qu'on peut mettre cette association en rapport avec l'inclusion plus au niveau social, du coup, parce que le niveau économique, on en a parlé, mais c'est pas tellement ce qui concerne l'association. Mais en fait, voilà, au niveau social, pour que personne se sente mis de côté, pour que les gens qui peuvent rencontrer ces problèmes-là, ils soient accompagnés et tout ça, et que justement, ils ne seront pas mis de côté. Donc voilà, je pense que c'est le but principal, c'est aussi de sensibiliser beaucoup. Après, moi, je pense que l'inclusion dans la société, voilà, oui, ça passe vraiment par le niveau social. Et, voilà. Alors, un des outils également que vous avez mis en place, c'était l'outil Witix, qui est une cellule d'écoute et d'information. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne et quel était l'objectif? Witix. Ah, si... Ouais, c'était une cellule d'information et d'écoute qui avait été mise en place pour les personnes notamment victimes de violences sexistes et sexuelles. Ah d'accord, oui, pardon. Donc ça n'a pas été fait par l'association. C'est un dispositif qui a été fait avant. Donc du coup, je ne connais pas très bien vu que j'ai pas vraiment participé, mais oui, c'est un dispositif d'écoute. Encore une fois, pour que les gens se sentent libres d'appeler, de s'exprimer, et voilà, ça rejoint l'inclusion dans le sens où personne n'est mis de côté. Merci beaucoup. On va passer à une autre question, un autre concept qui fait beaucoup de polémique aujourd'hui avec vous, Rachel Kahn, le concept d'intersectionnalité, également le concept de personnes racisées et de lutte décoloniale. Vous, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous rejetez, vous critiquez ces concepts. Donc, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui remobiliser la société et créer une réelle inclusion? En fait, c'est pas moi qui ai fait le buzz, hein, parce que c'est les journalistes, une nouvelle fois, qui se sont emparés du truc. C'est-à-dire que moi, quand je travaille, que ce soit avec les plus jeunes, parce que moi aussi, on m'a tendu la main quand j'étais petite et étudiante, où j'étais dans une fac très sincèrement de facho, et où c'était pas du tout justement les 8%, enfin je me reconnais là-dedans, etc. Et en fait, mon objectif, c'était plutôt mental. C'est-à-dire que quand j'entends justement déterminer, c'est-à-dire que je ne souhaite pas qu'on mette aux plus jeunes quelque chose dans leur tête où en fait ils vont se dévaloriser et intégrer le racisme en fait. Et moi j'ai l'impression, sur le papier, l'intersectionnalité est une bonne notion. C'est-à-dire que c'est une notion qui prendrait en compte l'ensemble des motifs de discrimination pour pouvoir justement avoir quelque chose de très pertinent pour que tous on puisse se mobiliser et ensemble qu'on puisse lutter contre toutes les formes d'intolérance et notamment économique. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, dans les parcours cabossés, que ce soit la déscolarisation ou les détenus qui ont fait des fautes dans leur vie, mais à qui il faut aussi tenir la main et il ne faut pas qu'ils puissent intégrer ces choses-là mentalement. Là où j'ai un problème avec l'intersectionnalité, c'est quand elle nous sépare et qu'elle nous déchire. C'est-à-dire que je considère que pour créer ces réseaux, s'ouvrir, aller des gens les plus fragiles comme on a pu être au top de l'État, l'intersectionnalité fait qu'on reste encore dans un nouveau clan. Et ça, c'est très dérangeant. Ça, c'est pas possible en fait. Si on veut vraiment s'en sortir, il faut pas intégrer ces notions-là. Donc casser tous les mots qui pourraient diviser. Les mots qui font qu'en fait, ça, l'air de rien, on le prendrait peut-être comme une fierté, mais qu'en réalité, vous êtes enfermé dans le regard de l'autre, dans votre regard que vous avez sur vous-même et donc dans le regard de l'autre. Et en fait, il faut casser tout ça parce que si on veut s'en sortir vraiment, si on veut bâtir une société inclusive, moi je crois profondément à la philosophie de la relation, comme vous le disiez en fait, dans la relation, de se dire, de rencontrer l'autre en soi pour pouvoir dire ah oui mais ouais je suis capable. Moi je le vois voilà sur des ateliers sur le long terme, toujours avec les détenus, c'est 6 mois d'atelier, c'est pas une fois comme ça, et donc de les voir progresser dans l'estime de soi pour pouvoir grimper ces échelles et cette montagne. Voilà. Merci beaucoup. Et puis il y a quelque chose aussi que j'avais lu sur votre livre qui mettait l'accent sur passer des mots qui ne vont nulle part à des mots qui réparent, comme intimité ou création. Est-ce que vous pourriez également nous en parler un petit peu de ces mots? Je crois que l'inclusion, elle commence vraiment par constater nos souffrances intérieures.
on est profondément morcelé intérieurement, on a des frustrations qui se créent intérieurement. Et en fait, on a envie de réparer tous la société, mais ça commence par la réparation de soi. Les blessures qu'on a pu avoir, les regards qu'on a pu avoir. Et bon, alors moi, c'est sûr, c'est plus dans le domaine de la création et de l'écriture. Mais d'aller justement, à travers la création, créer en liberté et non pas créer, et c'est pareil pour les entreprises, en fait, avoir une personne et que cette personne-là crée ce qu'elle a envie de créer, qu'elle soit en liberté de création ou d'entrepreneuriat, elle a envie de faire ça, et ben elle le fait, et elle ne reste pas dans une création qui serait attendue par rapport à sa couleur de peau, ou par rapport à sa religion, ou par rapport... Voilà, aujourd'hui, normalement, on est un pays de liberté, donc il faut que chacun puisse prendre cette liberté à bras-le-corps, quels que soient les préjugés. En effet. Moussa Camara, peut-être dans le monde de l'entreprise, comment est-ce que ces notions, elles sont perçues aujourd'hui, et comment est-ce que quand vous travaillez avec des grands groupes ou avec des personnalités comme Xavier Niel, est-ce que vous arrivez à transmettre ces valeurs d'inclusion ? Bah, déjà, c'est un travail de rencontre. Pour moi, je crois beaucoup à la rencontre humaine, parce que ça change beaucoup. Moi, je pense que nous, quand on a commencé notre action et tout, c'est vrai que parfois, j'arrivais dans des endroits, je me posais pas la question de ma légitimité ou pas, parce qu'à force de rencontrer des gens et tout, ouais, je comprends que certains se posent la question, mais le sujet que nous, on a eu, c'est que finalement, l'idée, c'était pas de créer un réseau économique à côté d'un écosystème. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Au contraire, je me suis toujours posé la question de comment on arrive à faire en sorte d'intégrer des entrepreneurs qui viennent de partout, de tous les territoires, sans regarder les origines, etc., de les intégrer et qu'on les regarde comme des entrepreneurs qui... par leur projet, par leur potentiel, par leur talent. Et du coup, moi j'arrivais parfois dans des endroits où parfois, non, mais au début, c'était comme ça, parce que c'était pas un environnement dans lequel j'avais l'habitude, dans lequel les entrepreneurs on avait l'habitude de se retrouver. Et aujourd'hui, avec quelques années, avec du recul et tout, je trouve que finalement, la question ne se la pose même plus aujourd'hui. C'est-à-dire, on est présent, on est là et tout. Mais je peux comprendre que c'est vrai qu'il y a quelques années plus tôt, j'aurais jamais été légitime à franchir un certain nombre de portes parce que c'était pas mon environnement, je me sentais pas à l'aise, je pensais que j'avais pas forcément les codes. Et du coup, le fait de faire tomber les a priori, construire des ponts, de faire tomber les murs, finalement, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que ça permet en fait aux personnes de regarder ton potentiel et ton énergie et la capacité à délivrer ton projet entrepreneurial. Et ça, en fait, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, on sait qu'il y a encore un vrai combat à faire sur le financement, sur les levées de fonds. On voit qu'aujourd'hui, quand tu es un entrepreneur, tu n'as pas accès à un certain nombre de réseaux parce que tu n'es pas forcément dans les bons radars. Moi, je pense que le travail n'est pas fini, il est encore long, mais les choses avancent de manière, je vois que concrètement, quand je vois des entreprises, jamais elles ont osé travailler ou porter des sujets. Aujourd'hui, quand on regarde la culture urbaine et tout, aujourd'hui, les entreprises, elles ont cette notion, cette conscience où elles veulent aller vers là. Et elles sont obligées aujourd'hui de passer par des entrepreneurs qui ont et qui baignent dans cette culture-là. Parce qu'il y a un sujet, parce qu'à un moment donné, si on veut parler à toute la société, il faut que tout le monde soit représenté au sein de l'entreprise. Donc parfois, moi j'ai vu de la part des entreprises, parfois, elles avaient cette volonté, mais elles ne savaient pas faire. Donc il fallait les accompagner. Du coup, c'est comme, voilà, il y a des personnes ici de nos quartiers, elles ont des projets, mais elles n'ont pas les accès, elles n'ont pas les réseaux. Donc tu crées les ponts, tu crées les espaces, et il y a des choses qui se passent. Et je pense qu'Imen, elle a la preuve, hein, depuis quelques années, je la vois faire ce qu'elle fait. Et il y a 10 ans, 15 ans en arrière, ça aurait été beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que voilà, c'est une entrepreneur, elle se bat, elle développe son projet porte. Et c'est des exemples comme ça qu'il faut plus. Mais je pense que nous, les générations avant nous, ce qu'ils ont vécu, nous, on a moins galéré qu'eux aujourd'hui. Comme les générations qui vont arriver derrière, elles ont... Parce que les portes s'ouvrent et la société évolue. Et donc, aujourd'hui, l'entreprise, un chef d'entreprise ou un entrepreneur ou un grand groupe serait fou de ne pas voir ce qui se passe dans la société et d'intégrer. Donc, il y a cette volonté de vouloir intégrer. Ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Par contre, il faut accompagner. Moi, je suis plus dans le sens où on va accompagner, on va encourager ce qui se fait déjà pour pousser, pour faire en sorte que ça se passe plus.
Après, voilà, après, le constat, on le connaît. On sait qu'aujourd'hui, voilà, quand tu es issu d'un certain lieu, ça va être beaucoup plus compliqué que les autres. On sait déjà de base que, je partage totalement le constat d'Imen quand elle parle de la question 6 générations pour arriver et tout. On le sait, tout ça, ces constats, on les a fait depuis des années. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer, de faire en sorte que ça se passe, que les choses bougent et tout, etc. Et moi, vraiment, en quelques années, avec l'action qu'on porte, on a vu les choses évoluer dans tous les sens. Ça avance pas vite, c'est vrai, mais il faut pousser, il faut continuer à encourager. Au lieu de pointer du doigt, il faut booster. Et je pense qu'on va arriver dans une génération où, dans les entreprises, dans le monde économique, ça sera beaucoup plus inclusif dans les années à venir. Moi, je suis intimement convaincu que les choses se passent et que les choses sont en train de bouger. Maintenant, voilà, il faut que chacun a son rôle. Il y a des rôles de chercheurs, il y a des rôles universitaires, il y a des rôles d'acteurs, il y a des rôles de médias. Et je pense qu'on ne pourra pas réussir chacun dans notre voie. C'est un travail collectif, c'est une responsabilité qu'on a tous. Nous, en tant qu'acteurs, on doit sensibiliser, pousser un peu les trucs pour que ça bouge. Mais ouais, il y a des choses positives, hein. Franchement, il y a des choses. Aujourd'hui, quand on regarde tous les programmes qui sont faits aujourd'hui dans les entreprises, ils parlent d'inclusion, ils parlent de diversité, ils parlent de toutes ces choses-là. Et certains ils diront que c'est un peu de com pour certains, mais pas grave, on prend et on essaie de pousser. Un très beau message, très optimiste. Je vais me tourner vers vous, Mégane et Hélène, puisqu'on parle des acteurs et du fait que tout le monde aujourd'hui doit se mobiliser si on veut avoir une vraie société qui soit inclusive. Suite à votre expérience au sein du Y20, est-ce que vous pensez que nos instances de pouvoir aujourd'hui, elles sont à même de créer une société inclusive ? Alors, je dirais que le ressenti de mon expérience, c'est que la politique, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on entend toujours, on peut aller dans n'importe quel troquet, ou en France, on est très connu pour discuter de politique n'importe quand. Effectivement, on entend souvent, ça avance pas, il se passe rien, ils font rien, ils attendent d'être réélus, etc. Bon, je pense que dans une certaine mesure, c'est pas faux, mais il y a aussi un aspect de temporisation, et il y a un aspect où on peut pas forcément faire ce qu'on veut parce qu'il y a des institutions qui sont en place, parce qu'il y a la bureaucratie qui est en place, parce que ça prend énormément de temps. Donc ça, c'est très clairement un frein. Après, je pense que, encore une fois, il y a une notion de temps. Si on veut que les choses bougent, il faut les faire bouger. Il faut se mobiliser. On a des gens autour de la table qui l'ont fait. Ça marche extrêmement bien et c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace qu'une résolution politique qui va être plus ou moins appliquée. Il va falloir sanctionner des gens pour qu'elle soit éventuellement appliquée potentiellement. Donc je pense qu'il faut vraiment se mobiliser sur le terrain. Faut éduquer. Je pense que l'école, c'est quand même quelque chose pour les bases, pour qu'on parte tous avec des espèces de bases communes, des connaissances communes sur les choses qu'on peut apprendre à l'école. Je pense qu'il faut le faire. Faut vraiment pousser ça. Et ensuite, effectivement, comme disait Iman tout à l'heure, ça ne suffira pas. Et ce n'est pas le rôle de l'école d'éduquer les enfants sur tous les sujets non plus. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc il faut qu'il y ait des acteurs qui se mobilisent. Si vous trouvez que ça va pas assez vite, si vous trouvez que c'est pas bien, si vous trouvez qu'il y a des choses qui changent, vous avez des idées, allez-y, bougez-vous, faites quelque chose. Faites comme ils ont fait autour de la table et ça fonctionne beaucoup plus efficacement qu'une résolution politique. Alors aujourd'hui, sur ce type de discours de « ils l'ont fait, donc tout le monde peut le faire », il y a beaucoup de critiques. C'est ce qu'on critique aujourd'hui dans le modèle méritocratique à la républicaine, de dire que parce qu'aujourd'hui on a les outils qui sont à notre disposition, donc si on n'arrive pas, c'est forcément notre faute. Donc qu'est-ce qu'on peut redire là-dessus peut-être, Imen ? Moi je pense que la méritocratie, ça doit être d'abord et avant tout un idéal vers lequel on doit tendre. Moi, j'aimerais vous dire qu'évidemment, en France, quand on veut, on peut. Sauf que pour certains, c'est pas possible puisqu'on ne part pas sur la même ligne d'arrivée. Certains vont devoir. On ne peut pas mettre la valeur uniquement sur le travail, puisque certains auront bon fournir tout le travail qu'il faut. Ils sont dans des situations économiques, ils sont dans des situations familiales qui vont être trop compliquées. Et moi, je ne peux pas leur en vouloir et je ne peux pas les condamner, je ne peux pas leur dire que c'est de leur faute. Pour moi, la méritocratie, on ne peut pas dire qu'elle existe encore à l'heure actuelle. Vraiment, c'est un idéal, sinon c'est conserver avant tout le statu quo. Par contre, c'est vrai qu'on marche un peu dans une posture d'équilibriste, puisque moi, j'essaye de dire qu'en même temps, allez-y, je sais que c'est dur, je sais que vous êtes dans des situations... Moi, je connais la situation du coup, des personnes qui me suivent. C'est des étudiants précaires, il y a des femmes étudiantes seules, il y a des étudiants étrangers, il y a des étudiants orphelins. Enfin, voilà, c'est des situations très complexes. Il faut que j'ai ce discours-là de travailler, faites des efforts et ça va payer. Et j'y crois foncièrement, mais en même temps, je ne peux pas non plus faire comme si les inégalités n'existaient pas, faire comme si... les aides sociales n'étaient pas nécessaires. Donc voilà, pour moi, il faut composer avec ces deux idées-là, mais garder en tête que c'est avant tout quelque chose vers lequel on doit tendre.
Moussa, peut-être? En phase totalement avec ce que vient de dire Imen. J'en ai beaucoup d'accord. Mais c'est vrai, il faut redonner. Moi, après, je pense qu'il faut redonner du sens à la méritocratie. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'y est pas encore. Mais collectivement, on peut y arriver. Quand on veut, on peut. C'est collectivement. Mais individuellement, il y a des situations qui sont très compliquées. Déjà, de sortir la tête de l'eau, faut y aller. Mais je pense qu'il faut redonner du sens à cette méritocratie, la valoriser et de faire en sorte que ça soit une chance pour tous. Et aujourd'hui, voilà, on ne peut pas brander ça et nier les inégalités sociales qui existent. Donc on a un gros travail à faire pour redonner un peu de sens à tous ces mots qui font en sorte qu'on a envie d'être tous ensemble et qu'on réussisse mieux dans une société. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, il y a des outils adaptés à ce type de basculement dans notre société? Est-ce que l'école doit être réformée? Est-ce qu'il y a d'autres piliers sur lesquels on peut se reposer? Comme j'ai dit précédemment, je ne pense pas que ce soit uniquement le travail de l'école. C'est un problème qui est sociétal. Donc vraiment, tous les acteurs de la société doivent être mobilisés sur cette question-là d'inclusion et doivent avancer ensemble vers l'égalité pour qu'on soit vraiment une nation une et indivisible, pour qu'on ait tous les mêmes chances et qu'on puisse tous s'épanouir avec les mêmes outils entre les mains. Après, l'école, il y a de très bonnes choses qui ont été faites. Moi, je pense aux grandes écoles. Sciences Po fait du coup le programme que l'on connaît, programme Égalité des chances. C'est bien. Maintenant, il a 20 ans et on voit que ça ne suffit pas non plus. Donc vraiment, comme disait Rachel en commençant, c'est un travail de longue haleine qui va bénéficier, dont on va avoir besoin des énergies, de vous autour de la table, mais du coup de toutes les personnes, comme tu l'as dit, qui ont des projets. Il faut qu'elles y aillent parce que c'est un travail d'équipe pour qu'à la fin, on puisse tendre vers cet idéal-là qui est la méritocratie. Rachel Kahn, peut-être, est-ce que vous auriez également des recommandations ou des choses à dire aux personnes qui nous regardent? Non, mais effectivement, je partage complètement sur le fait que la méritocratie soit un idéal à atteindre. Je partage effectivement cette ligne de crête. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de nier les problèmes qui existent, que ce soit sociaux, territoriaux, mais qui se conjuguent aussi avec la culture et l'environnement. En réalité, c'est toutes ces 4 champs, ces 4 piliers du développement durable. En fait, quand on est dans une situation précaire et fragile, on se les prend aussi de plein fouet. On est toujours en bas de l'échelle dans tous, quoi. Après, effectivement, se serrer les coudes, mais pour moi, c'est vraiment comme la préparation des sportifs de haut niveau. J'étais sportif de haut niveau sur la question du long terme, de se dire, ok, je pars dans une situation qui est peut-être plus difficile que les autres, mais si déjà mon mental et si je ne lâche pas les entraînements et si chaque jour je vais aller m'arracher, eh ben peut-être que j'atteindrai la ligne d'arrivée avec un objectif. Mais effectivement, moi je crois beaucoup à l'humain et à ses rencontres. Et personnellement, moi il m'est arrivé, j'ai eu un enfant quand j'étais en première année à la fac. Il m'est arrivé, voilà, pendant une semaine de ne rien avoir à manger. Simplement, et je suis tombée sur une rencontre, en fait. C'était Manu Dibango, qui n'est plus, mais qui m'a tendu la main. C'était vraiment un truc imprévisible dans un café. Et tout ça pour vous dire, c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est pour vous dire qu'en fait, l'action citoyenne pour l'inclusion, en fait, elle est chaque jour, chaque minute. On peut toujours faire quelque chose, même si on n'est pas dans les institutions, même si on n'est pas ministre ou je ne sais quoi. On regarde ce qui se passe dans la rue et si on a le temps, on peut donner aussi un coup de main. On a des projets, des associations qui sont formidables, qui font conforter, mais aussi on peut faire quelque chose chaque jour. Alors, il y a quelque chose de très beau que vous partagez toutes et tous autour de cette table, c'est le fait que le changement, ça commence aussi à l'intérieur de soi, par l'incarnation de ce qu'on essaye de prôner. Donc comment est-ce que vous-même, vous avez fait ce chemin ? Parce que je me doute que quand on est dans un système qui est opprimant, oppressant, comment est-ce qu'on fait pour se sortir de tout ça ? Moi, je pense que c'est avant tout des rencontres, comme tout le monde l'a dit. Et pour citer... non, en vrai, moi, je sais que c'est des professeurs qui m'ont vraiment sorti la tête de l'eau quand j'y croyais plus. Quand j'ai connu l'échec scolaire, mais l'échec scolaire où on se dit que c'est terminé, qu'elle est irrattrapable. Et en fait... ce que moi je pensais être un échec scolaire était juste le fait que je ne me voyais pas nulle part, je ne me reconnaissais pas, je ne voyais rien. Et on m'a sorti la tête de l'eau, c'est des profs qui ont fait ça. Je crois beaucoup à la transmission et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager. Et je pense que je me dis que si je peux inspirer au moins une personne et qui ainsi de suite le fera, et vraiment... Enfin, même si ce n'est qu'une personne, ça sera déjà assez. Le travail, il est tellement long. Je pense qu'il faut qu'on se soutienne et qu'on partage les mêmes constats. C'est déjà bien. On n'a pas tous les mêmes moyens de s'engager. Mais voilà, pour moi, je crois beaucoup à ce collectif-là. En tout cas, c'est ce qui m'a sauvée.
Merci beaucoup. Peut-être pour me retourner à nouveau vers vous, Mégane, pour parler des institutions, parce qu'on les a abordées mais de façon assez rapide. Il y a la question de la représentativité aussi qui est assez importante dans les institutions. Aujourd'hui, ce n'est pas atteint, puisque quand on regarde notre Assemblée nationale, on a 4 députés de moins de 30 ans sur 577, essentiellement des hommes blancs. Donc ça pose aussi des questions. Comment est-ce qu'on arrive à incarner une société inclusive alors que nos institutions ne sont pas inclusives? Grosse question. Là, c'est pareil, je pense que c'est une question de légitimité, en fait. Je pense qu'il faut notamment les jeunes dans les institutions, parce qu'effectivement, il n'y en a pas beaucoup. Les jeunes, les femmes, les gens de couleur, peu importe, n'importe, tout le monde, en fait, se sente légitime de pouvoir entrer dans ces institutions, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, on a des barrières parce qu'on est une femme, parce qu'on est une femme, parce qu'on est noir, parce qu'on est jeune, on ne sait pas de quoi on parle, on n'a pas d'expérience. De quoi tu me parles? Non. Eh bien si, en fait, on peut. Quand on a la tête bien faite, on sait ce qu'on veut, on a des idées, on a un raisonnement derrière, quelque chose de rationnel, quelque chose qui a un sens, et ben on doit pouvoir le porter et les gens doivent pouvoir se sentir légitimes de le faire. Alors on a parlé des institutions de pouvoir du côté de l'État, mais il y a aussi une autre institution de pouvoir, c'est la culture. Je vais peut-être m'adresser à vous sur cette question, Rachel Kahn, en tant que comédienne, actrice, vous avez fait beaucoup de choses et vous êtes à la tête d'une institution ici à Paris. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'inclusion dans ce monde-là? À quel niveau? Au niveau artistique ou au niveau des salariés? Parce que là, on reviendrait, c'est une association, mais c'est-à-dire qu'on essaie effectivement d'avoir, ils sont assez jeunes là pour le coup, mais une pluralité en fait de profils. Et comme il s'agit des esthétiques hip-hop, c'est vrai que d'avoir même des salariés femmes, c'est bien. Après, là où j'ai un petit problème, moi, sur les... pardon, je digresse un petit peu. C'est juste sur les questions de... Il faut faire attention, parce que... Et notamment, parler de l'intersectionnalité tout à l'heure. Et c'est très compliqué, parce que, en fait, oui, la représentativité des femmes est mise à mal au sein des institutions. Mais l'intersectionnalité, en fait, c'est surtout... Enfin, maintenant, c'est devenu quelque chose d'idéologique, un petit peu, sur la conjugaison entre femmes noires, femmes... Sauf que moi, je me bats vraiment pour que ce soit les hommes noirs, arabes, etc., qui puissent entrer dans les institutions, où je pense que... Regardons les gouvernements successifs, il y a toujours eu des femmes noires, arabes, machin, et des hommes, il n'y en a pas eu. Et en fait, si on veut regarder le réel, et notamment dans la culture, moi j'ai du mal à ce que les hommes soient à la porte en train de faire les services de sécurité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut regarder le réel, c'est bien cette notion d'intersectionnalité, mais le réel, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse, mais voilà. C'est important de le mentionner, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup des personnes qui beaucoup essayent sur de les cocher toutes les cases. Et de oui, dire, mais en plus, sur l'intersectionnalité, on est beaucoup sur les femmes, effectivement, et on oublie ce qui se passe dans le réel, très concrètement. C'est-à-dire qu'au sein des institutions, j'ai l'impression que d'homme à homme, il se passe quelque chose qui n'est pas assez dit aujourd'hui. Voilà. Enfin, après, peut-être que vous pourrez en parler mieux que moi en tant que... Non, mais bon, je sais... Enfin, voilà. Donc moi, ça me met très mal à l'aise, notamment sur les questions politiques, sur les questions de nos ministres. Voilà, j'aimerais bien avoir plus d'hommes de partout aussi. Des femmes et des hommes de partout. Après, sur la question artistique, effectivement, je pense que ça fait partie, et ça se conjugue... Oui, puis ça se conjugue avec l'éducation aussi, et puis ça se conjugue avec la construction d'une société ouverte. C'est-à-dire que moi, j'estime que les artistes sont les législateurs de l'ombre. C'est-à-dire que les artistes prédisent l'avenir, prédisent ce qui va se passer. Et donc, dans les récits, et donc moi, je pousse à ce que les récits ne soient pas formatés ou que les chansons soient les moins formatées possibles. Et on sait très bien que dans le hip-hop, c'est aussi des mots qui insuffle l'émancipation, la liberté et l'égalité, le dépassement de soi, le collectif, la loyauté. Il y a tout ça, et donc je pense que ça participe aussi à faire infuser dans la société une énergie extrêmement positive. Voilà. Merci beaucoup. Et s'il n'y a pas de questions, je vérifie ça tout de suite. Je vous propose peut-être de faire un tour de table pour avoir votre mot, quelque chose que vous voudrez transmettre aux générations futures, parce que c'est quand même le thème de notre masterclass. Imen, est-ce que tu veux commencer? Oui. Alors moi, si je devais transmettre en une seule phrase, ça serait de ne pas s'excuser d'être soi et d'y aller à fond. Je sais que, on intériorise souvent beaucoup de choses, et j'ai moi-même vraiment vécu des choses pas très compliquées, et j'y allais pas bien parce que j'ai intériorisé ça. Maintenant, je ne m'excuse plus, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut avoir du courage, et j'ai
J'ai longtemps cru que le courage était le contraire de la peur, mais pas du tout. Parfois, on y va avec la boule au ventre, et c'est ça le courage. Donc vraiment, y aller, de grimper, ça peut être dur, ça peut être long, c'est une course de fond, mais je pense que ce qui est au bout vaut le coup. Merci beaucoup. Rachel? Pour les générations futures, de toute façon, ça va être très partagé, puisqu'on est tous d'accord que ça part de soi, donc déjà la confiance en soi, et surtout de considérer le mental, la connaissance, la création, l'envie, le désir, et de respecter sa propre signature. Ça, ce sont des clés, à mon avis, pour se tracer un avenir serein, et surtout ne pas se faire polluer par toutes les énergies négatives, les fausses croyances. Croyez en vous d'abord, quoi. Merci beaucoup. Charline? C'est Alors du coup, moi je voulais dire par rapport aux générations futures et à l'inclusion, que je pense que s'il y a quelque chose aussi qui peut se travailler, c'est la tolérance en fait. Ne pas, parce que quand on est adolescent, on a tendance à vouloir être comme tout le monde, à rentrer dans un moule et tout ça. Moi je l'ai bien vu hein, par mon parcours scolaire au collège et au lycée. Et en fait, il faudrait justement accepter les différences vraiment dès l'enfance, dès qu'on est jeune, enfin dès le début en fait. Il faut savoir qu'on n'est pas tous pareils, qu'il y a des différences sociales. Et je pense que c'est de là que justement l'inclusion, elle peut se faire en fait. Et ça commence ici. C'est quand on va accepter les différences et être moins enfermé dans des cases et avoir des normes à respecter. Il faut être comme ci, il faut être comme ça dans le milieu scolaire notamment. Et pas se dire qu'on essaye de se conformer, de ressembler à tout le monde, parce que du coup, bah, les gens qui n'y arrivent pas, ils sont exclus, et ça dès la scolarité en fait. Et je trouve ça dommage. C'est pour ça que essayer d'intégrer tout le monde dès l'entrée à l'école et ne pas faire des tris, enfin, non pas de tri, je sais pas comment dire, mais en gros, voilà quoi, ne pas mettre les gens de côté dès la scolarité, je pense notamment au collège en fait. Donc voilà, je pense que ça peut passer par là. Merci beaucoup, Charline. Moussa, un mot pour notre génération future? Déjà, sur la légitimité, on ne se sent pas forcément légitime au début quand on commence tous, hein, parce qu'on par notre parcours personnel, mais derrière, il ne faut pas attendre que ça soit parfait. Faites ce que vous avez à faire. Et petit à petit, vous allez apprendre, vous allez vous forger un caractère, vous allez gagner plus en confiance, avoir de la légitimité. Et surtout, moi, comme je le dis, je n'ai pas forcément de conseils à donner, mais par mon expérience, c'est avant tout la passion, l'envie, et surtout faites-vous plaisir. Parce qu'à la fin, finalement, quoi qu'il arrive, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner finalement. Très optimiste, comme toujours. Mégane, le dernier mot avant les questions du public. Oui, alors c'est pas facile de passer après ça. J'ai rien de très original à proposer. Peut-être une petite histoire personnelle. Je sais pas probablement pas les problèmes qu'a connu Iman, mais quand j'étais en seconde, mes professeurs m'ont dit fais pas de sciences, t'es nul en sciences, tu vas jamais y arriver. Quand j'étais en terminale, on m'a dit fais pas une prépa, t'arriveras jamais à être ingénieur, tu seras jamais au niveau. Et je l'ai fait. Voilà, j'ai réussi. J'étais déterminée. Donc je pense que c'est une chose aussi à avoir en tête. Croyez en vous, assumez-vous. Et vous serez légitime de faire ce que vous voulez. Merci beaucoup. Finalement, tu vois, c'était très inspirant également. On a fait le tour. J'ai reçu quelques questions du public. D'ailleurs, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser dans le chat. La première vient de Paul. On pense toujours à éduquer la jeune génération, mais comment peut-on éduquer ceux qui occupent des postes de CEO, manager aujourd'hui ? Qui veut prendre la parole? Imen, est-ce que... C'est dommage que Moussa soit pas là, parce que pour le coup... ça tombe mal. Mais c'est ce qu'ils font avec les déterminés. Ils créent des rencontres, il y a un certain nombre de formations, un certain nombre d'organismes qui sont spécialisés maintenant sur l'inclusion de la diversité quelle qu'elle soit, donc du handicap à la diversité de genre, à la diversité d'orientation sexuelle ou religieuse. Donc pour moi, c'est de la formation. Je crois vraiment qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire, qu'il y a de la bonne volonté, mais qu'il faut juste les former. Alors, je pense que tu vas pouvoir continuer, Imen. Camille qui nous demande aujourd'hui, les jeunes diplômés ont beaucoup de mal à entrer sur le marché du travail. Comment inclure davantage de jeunes diplômés dans les entreprises? Alors, ce qui a été fait là, pendant la crise sanitaire, c'est de forcer un peu les entreprises avec des aides qui leur étaient attribuées si elles recrutaient des jeunes. Donc, c'est le grand plan Un jeune, une solution.
Moi, je pense qu'il faut d'abord valoriser, et j'ai pas envie de faire du jeunisme, hein, même si je suis jeune, j'ai 23 ans, donc ça m'arrange d'en faire. Non, je pense qu'il faut valoriser ces profils-là. On a énormément de choses à offrir, comme des profils seniors ont à offrir aussi aux entreprises. Donc pour moi, vraiment, il faut que notre potentiel soit valorisé au sein des entreprises. Et enfin, là, ça nous concerne plus nous, mais il est vrai qu'on a des difficultés à s'inclure dans le monde du travail, mais il faut aussi qu'on se forme et que ça soit un véritable sujet à l'école. L'inclusion dans le monde du travail, la préparation du CV, la préparation du réseau, qu'il y ait aussi cet accompagnement-là de l'étudiant et du futur professionnel au sein des écoles. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais faire peut-être un petit résumé de tout ce qui a été dit. Moi, ce que je retiens déjà, c'est le changement, ça commence à l'intérieur de soi. Ça commence par soi et ensuite on va dans le collectif. Ça commence également par le fait d'être déterminé. On revaudra ça à Moussa. Et de ne pas avoir de limites, ne pas s'enfermer dans des concepts ou dans ce qu'on voudrait ou ce qu'on attendrait de nous. En tout cas, c'est des messages qu'on espère qu'on aura réussi à transmettre à cette jeune génération. Ça marque la fin de cette masterclass pour les générations futures. Merci encore à vous toutes et tous d'être venus avec nous. Merci beaucoup.